Bonjour et bienvenue à toutes et tous. Je m'appelle Étienne Thierry, je suis journaliste et je suis ravi d'animer en direct depuis l'Institut de formation en masso-kinésithérapie du centre hospitalier de Laval, l'IFMK, cette émission diffusée en live sur la chaîne YouTube de l'Université d'Angers, organisée à l'occasion des 2 ans de la signature du plan Territoire universitaire de santé et dont le comité de suivi avait lieu ce matin. Territoire universitaire de santé, c'est un plan d'action pour lutter contre les déserts médicaux dans la région Pays de la Loire, lancé à l'initiative de l'Université et du CHU d'Angers et qui associe les centres hospitaliers du Mans, de Laval, de Cholet, avec le soutien des collectivités territoriales, la région des Pays de la Loire, les conseils départementaux de la Sarthe, de la Mayenne et de Maine-et-Loire, ainsi que les métropoles de Cholet, Laval et du Mans, sans oublier le soutien de l'Agence régionale de santé Pays de la Loire, ainsi que l'Institut de cancérologie de l'Ouest. Nous serons d'ailleurs accompagnés de ces différents acteurs jusqu'à 12h30, avec au menu de cette table ronde, pendant près d'1 heure, 3 séquences de 15 minutes chacune, où j'aurai la lourde tâche de faire respecter un timing serré. Avec partie 1, le constat, le dispositif, le projet, ses ambitions et ses partenaires. Partie 2, les enjeux, l'investissement des territoires, avec un zoom particulier sur le territoire de la Mayenne. Enfin, partie 3, les perspectives, avec également 2 reportages vidéo réalisés sur le terrain pour ponctuer ces différentes séquences et voir comment TUS se traduit concrètement. Un reportage au CH de Cholet et ainsi qu'un reportage au CH du Mans. Une large place étant également laissée jusqu'à 12h30 à l'interactivité, puisque vous pourrez réagir tout au long de cette émission et poser vos questions sur la chaîne YouTube de l'Université d'Angers. S'il y a également des questions dans la salle, ce sera tout à fait envisageable. Chaîne YouTube de l'Université d'Angers sur laquelle vous pourrez retrouver l'émission après sa diffusion. Je me tourne sans attendre vers vous, professeur Nicolas Leroll. Vous êtes la cheville ouvrière de ce dispositif. Alors, pouvez-vous nous rappeler un peu quelle était la genèse de ce projet, de ce dispositif Territoire universitaire de santé? Bonjour Étienne, d'abord, merci beaucoup Nicolas. qu'on puisse présenter ce dispositif. Le constat vient de la mission d'une faculté de santé, en tout cas la mission qu'on partage tous au sein de la faculté, que notre volonté est de former les professionnels de santé compétents dont le territoire a besoin. Alors ça veut dire différents types de professionnels, savoir les faire travailler ensemble et savoir répondre à tous les enjeux de tout notre territoire. Et force est de constater que le Maine-et-Loire, la Sarthe, la Mayenne font partie des territoires en grande difficulté sur le nombre et la répartition des médecins. Et donc au cœur de notre action faculté, c'est un sujet sur lequel on a voulu s'adresser directement. Et une des clés était, à l'idée du projet, était de vouloir mettre à l'endroit où il y a besoin des futurs professionnels de santé, les étudiants et également des formateurs pour que donner aux étudiants de découvrir ce que c'est que la réalité des territoires, montrer qu'on y pratique une très bonne médecine ou des très bons niveaux de soins, montrer que la qualité de vie, que l'environnement était excellent et leur donner envie de ne pas être formé pendant 12 ans sur une grande métropole et de n'avoir à rester que sur une métropole après. Alors concrètement, comment ça s'est traduit par des ouvertures de postes? Comment ça fonctionne? Effectivement, c'est surtout beaucoup de concret et pas des principes. Le concret, c'est de faire un parcours de stage pour nos étudiants le plus diversifié possible. Le CHU reste la pièce maîtresse de la formation, mais de faire des parcours de stage pour nos étudiants de second cycle, les externes, pour les étudiants de troisième cycle, les internes, les faire passer au centre hospitalier de Laval, au centre hospitalier du Mans, au centre hospitalier de Cholet, également dans tout le réseau de maîtres de stage de médecine générale des 3 départements. Et puis d'assurer une formation de haut niveau universitaire dans ce territoire et de rendre donc tout le territoire universitaire. Et donc, grâce à l'appui des collectivités territoriales, de pouvoir nommer des formateurs universitaires, c'est-à-dire des médecins qui avaient un rôle de soin dans ces territoires, mais de leur mettre une part financée pour du temps universitaire dédié, pour former
ces étudiants, pour leur montrer la qualité des soins, pour leur donner envie de rester sur place, et puis également pour développer une expertise de recherche et que toutes les forces du territoire soient orientées vers formation et recherche et non pas uniquement un seul site. Et donc vous avez travaillé aussi avec, j'imagine, les centres hospitaliers dans ces différents territoires? C'est majeur. Tout le plan n'est permis que grâce à l'excellent dialogue, l'excellente coordination, l'envie de travailler ensemble avec tous ces acteurs de santé que vous avez cités. La liste est très longue et c'est avec eux qu'on travaille, c'est eux au cœur du projet. Et puis bien sûr, on va en discuter ensuite, j'imagine, c'est tous les partenaires que sont les collectivités territoriales pour lesquelles la santé des citoyens, c'est pas discutable. C'est un enjeu politique majeur, c'est un enjeu au quotidien pour chacun d'entre eux et il faut des réponses concrètes et voilà, les collectivités territoriales ont bien voulu nous suivre sur le financement de ce plan universitaire. Voilà, que moi on espère tous ambitieux. Et alors parmi ces différents partenaires, il y a l'ARS qui est présente ici avec Madame Karen Crusson. Donc vous êtes, je rappelle, chef de projet plan de mobilisation pour les ressources humaines en santé. Alors le constat au niveau de l'ARS Pays de la Loire, il était le même que celui que dresse le professeur Leroll? Oui, tout à fait. Alors, bonjour à tous d'abord. Oui, effectivement, on a ce constat malheureusement, qu'on a une démographie médicale, notamment dans le 53 et le 72, qui est très impactée, on va dire. À titre d'exemple, on a un indicateur qui s'appelle l'APL, l'accessibilité potentielle par habitant du nombre de consultations possibles vers un médecin généraliste. Et donc en Mayenne et en Sarthe, il est de 2,7, quand en Maine-et-Loire et en Loire-Atlantique, il est de 3,9. Donc on voit bien le différentiel, plus on a un APL important, plus on a accès à un médecin généraliste. Donc on voit bien effectivement cette difficulté qui se pose notamment sur ces deux territoires. Alors comment l'ARS accompagne en fait territoire universitaire de santé? Elle l'accompagne, on est à l'écoute de toutes les initiatives et notamment ces initiatives qui sont innovantes. C'est pas quelque chose que l'on retrouve dans beaucoup de départements, visant effectivement à valoriser l'intégration, l'accueil de nouveaux professionnels de santé dans des territoires qui sont particulièrement impactés et que ça doit se faire collectivement, comme ça l'a été dit, donc avec l'ensemble des acteurs, les établissements de santé, les collectivités, la région, vraiment toute la sphère qui tourne autour pour qu'on arrive à avoir des projets construits, pertinents et puis qui émanent vraiment d'une démarche collective. Alors vous parliez de la région, justement, on a parmi nous une représentante de la région, Valérie Radou. Je vous rappelle que vous êtes déléguée à la santé à la région Pays de la Loire. Donc le constat identique que celui du professeur Leroll et de l'ARS, comment vous vous êtes engagé, vous, dans ce dispositif en tant que région Pays de la Loire ? Bonjour à tous. Bonjour. Donc oui, effectivement, la région s'est engagée sous l'impulsion de Christelle Morancé, notre présidente, à travailler travailler tous ensemble avec les acteurs locaux, les universitaires, les directeurs d'établissements que je salue devant nous. Et c'est ensemble effectivement que nous avons pu effectivement suivre en fait ce projet universitaire du doyen Leroll pour l'attractivité en santé. Et clairement dans les compétences de la région, elle s'investit sur un plan santé et c'est dans ce plan santé en transversalité avec toutes les compétences de la région que nous travaillons aussi aux côtés en fait de l'université de l'Hémi-Région, puisque nous avons 2 universités sur notre région Pays de la Loire. Et pour l'université d'Angers, eh bien, c'était de travailler ensemble à l'attractivité médicale et paramédicale par les formations. Donc de par cette compétence, dans d'abord la mesure 11 du premier plan santé 2017-2020, et puis ensuite aujourd'hui l'ambition 2 de notre nouveau plan santé 2022-2028, eh bien, nous avons suivi ce projet pour travailler et permettre l'attractivité de postes médicaux, de chefs de service dans différents hôpitaux tels que Le Mans, Laval et Cholet, pour effectivement faire venir et rester, comme vous disiez tout à l'heure, nos jeunes professionnels avec des enseignants, bien sûr, compétents sur les sites. Et alors, les contributions, comment elles se matérialisent, professeur Leroll? Est-ce que c'est des contributions financières? Est-ce que c'est un accompagnement? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce sujet des contributions de chacun des partenaires? Oui, bien sûr. C'est des projets vraiment très, très concrets, d'amener
des jeunes médecins qui viennent de terminer leur formation pour avoir des postes où ils vont être dans des hôpitaux, où ils vont être en médecine générale par exemple, pour faire une partie soins qui est financée par l'hôpital, qui est financée par leur activité libérale, et d'avoir en plus une activité universitaire dédiée pour former les étudiants les plus jeunes, faire de la recherche. Et cette partie universitaire, alors dans les CHU, elle est financée, elle existe. C'est des postes qu'on appelle de chef de clinique assistant ou chef de clinique de médecine générale en ambulatoire. Et donc, les collectivités territoriales ont bien voulu rajouter ce type de poste enfin les financements de ces parties universitaires, pour qu'on ait des chefs de clinique à l'hôpital du Mans, à l'hôpital de Laval, à l'hôpital de Cholet, un chef de clinique de médecine générale. Et donc, c'est des salaires universitaires qui correspondent à du temps de travail réel auprès des étudiants. Et donc, on a nommé quasiment une dizaine de chefs de clinique assistants sur les 3 vagues. Donc, c'est des forces importantes d'enseignement. On a nommé 4 professeurs et maîtres de conférences associés sur le territoire. Donc, c'est un niveau un peu plus structurel, avec des personnes un peu plus expérimentées pour plus de l'enseignement, mais aussi de l'organisation de l'enseignement. Et au total, c'est des sommes importantes. L'engagement des collectivités territoriales sur 3 ans sont à 820 000 euros, sur lesquels est rajoutée la partie hospitalière de financement de ces postes, de ces enseignants qui ont une double casquette, enseignants et soignants. Mais voilà, les collectivités territoriales apportent le financement de la partie enseignement et recherche universitaire. On le verra tout à l'heure avec les autres intervenants, mais l'idée aussi, si j'ai bien compris, c'est de s'inscrire sur le temps long et de pérenniser un peu le dispositif. Eh bien, formation d'un médecin, c'est entre 10 et 15 ans. Donc, pour que ça porte ses fruits, ces jeunes, il faut les accompagner pendant longtemps, il faut leur faire des parcours vraiment où on prend du temps, où on les forme avec beaucoup d'endroits différents pour leur montrer toutes les qualités du territoire. Et puis une partie importante, qui n'est pas directement dans le plan territoire universitaire de santé, mais qui est, je dirais, le premier étage de la fusée, qui est d'aller recruter ces jeunes sur tout le territoire. Et ça, c'est l'ambition de l'Université d'Angers, l'ambition de l'Université du Mans depuis plusieurs années, soutenue également par les collectivités territoriales, d'ouvrir des premières années des études de santé, pas seulement à Angers, mais également au Mans, également à Laval, également à Cholet, pour qu'un jeune puisse réaliser avec toutes les chances de succès possibles sa première année près de l'environnement familial, pour qu'il soit le plus de chances de rentrer dans l'étude de santé. Et ça marche, et on constate que le taux d'accès dans les deuxièmes années d'études de santé sont les mêmes pour les étudiants qui ont fait leur première année à Laval, au Mans et puis à Cholet. C'est pareil que le taux de succès de ceux qui ont fait leur première année à Angers. Et ça, c'est un des facteurs majeurs. C'est d'aller chercher des jeunes des territoires pour qu'ensuite, à terme, ils aient envie d'aller... Oui, c'est ça, c'est donner envie, ce dispositif, de s'installer durablement. Ça, c'est des données qui sont très claires. Dans de nombreux pays sont passés par ces problèmes-là. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites. Prendre un jeune d'un futur professionnel de santé dans un territoire, c'est le meilleur garant qu'il ait plus tard envie d'aller s'installer dans ce territoire. Si en plus on lui fait faire un parcours de formation dans ce territoire, là on rajoute une couche supplémentaire pour qu'à la fin on évite une centralisation des futurs médecins uniquement dans les très grandes villes universitaires. Eh bien, je vous remercie beaucoup, je vous remercie tous les 3. Alors, est-ce que nous avons des questions du public ou est-ce que nous avons des questions sur YouTube? Delphine? Alors sur YouTube, on a une seule question pour le moment, mais on a 16 personnes de connectées qui vous regardent et je crois qu'on va avoir des journalistes qui vont arriver dans la salle. On a une question en fait qui est un petit peu plus large et sur l'accueil des étudiants étrangers. Est-ce qu'on prend des étudiants et des médecins étrangers aussi sur le territoire? Je vous laisse répondre. Les médecins qui sont déjà diplômés ont un dispositif particulier qui passe par des modalités qui ne dépendent pas de l'université pour valider leur diplôme. Alors on peut leur proposer un complément en fonction de ce que l'évaluation nationale a proposé, mais oui, on a quelques médecins qui ont fait leur diplôme à l'étranger qui peuvent passer par l'université pour... je dirais une dernière validation de leur diplôme. Et puis on accueille des étrangers dans les premières années
qui peuvent s'inscrire et qui ensuite suivent un cursus classique. Et puis on a également un troisième dispositif qui est les étudiants qui sont en cours d'études à l'étranger, qui veulent rejoindre le cursus français et pour lequel on a un petit nombre de places qui sont ouvertes pour eux avec des voies de concours d'admission spécifiques pour qu'ils rejoignent le cursus des universités françaises. Est-ce que nous avons d'autres questions, Delphine ? Non ? Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je vous remercie tous les trois. Est-ce que vous avez un mot à ajouter ou est-ce que c'est bon pour vous ? Alors, Bravo. Merci à vous. Nous allons nous rendre maintenant au centre hospitalier de Cholet pour voir comment le dispositif territoire de santé, territoire université de santé se traduit concrètement sur le terrain au niveau de la formation avec ce reportage vidéo tourné il y a quelques jours avec le docteur Médica 6, la vice-présidente de l'agglomération du Choletais, Madame Isabelle Leroy, la docteure Jeanne Hersan, chef de clinique en médecine vasculaire au CH de Cholet. J'ai été donc nommé maître de conférence associé, praticien hospitalier. On s'est aperçu avec la réforme du deuxième cycle et le besoin d'augmentation capacitaire, en particulier en stage et des effectifs, qu'on ne pouvait probablement plus se cantonner à une réflexion universitaire uniquement centrée sur les CHU et qu'il fallait sans doute ouvrir sur les hôpitaux périphériques, en particulier pour les lieux de stage. Et on s'aperçoit qu'il y a environ 33% en fait, des externes qui font actuellement leur stage hors CHU. Les études en particulier américaines nous montrent que quand on a été formé dans un endroit, on y revient. En général, on garde des liens, donc on a fort espoir, en tout cas j'ai fort espoir qu'éventuellement ce dispositif puisse faire en sorte que des externes qui sont passés ici deviennent ensuite internes et ensuite praticiens ou médecins dans le Choletais. La situation médicale sur le territoire du Choletais est dramatique et les perspectives sont vraiment alarmistes et alarmantes. Nous sommes sur le territoire du Choletais à peu près 15% de la population qui n'a pas de médecin traitant et nous avons énormément de mal à attirer de nouveaux médecins et en même temps la pyramide des âges nous laisse à penser que dans les prochaines années des médecins partiront à la retraite avec une patientèle importante puisque ce sont des médecins de l'ancienne génération qui avaient une patientèle très importante et donc ce chiffre va grossir et évidemment ça nous alarme. L'agglomération du Choletais s'engage de manière volontariste sur cette dynamique d'universitarisation de notre territoire et du centre hospitalier de Cholet en particulier, à travers la signature de cette convention avec l'université dans le cadre de territoire universitaire de santé, mais aussi à travers le financement de 3 postes pour les 3 prochaines années, un poste en chirurgie vasculaire, un poste en hépato-gastro-entérologie et puis un poste en radiothérapie en lien avec l'ouverture prochaine d'un centre de radiothérapie sur notre territoire du Choletais. Et puis nous sommes là aussi pour la question du logement. La question du logement est un enjeu majeur sur notre territoire et nous sommes là pour faciliter le logement de ces internes. Alors, le fait d'avoir un poste au niveau de l'hôpital de Cholet et un poste de chef de clinique au niveau de l'hôpital de Cholet par rapport à un poste que j'aurais pu avoir au niveau du CHU d'Angers, au final, j'ai envie de dire, ça ne change pas grand-chose. Je n'avais pas eu l'occasion de venir pendant mon internat, même si on a l'occasion parfois de passer 6 mois dans des hôpitaux périphériques. On ne crée pas la même chose, on n'ancre pas les mêmes choses que d'y avoir un poste un peu plus pérenne sur plusieurs années. Et donc, j'ai pu développer notamment une activité de soins avec mes confrères au sein du service de médecine vasculaire et un partenariat pour des projets actuels et futurs, mais également d'ancrer les modalités d'enseignement pour nos étudiants. Il y a différents externes qui viennent au sein de l'hôpital de Cholet. C'est important de pouvoir leur apporter les mêmes conditions d'apprentissage, les mêmes méthodes d'évaluation, et on s'attarde beaucoup à ça. Je pense que ce poste, ça permet aussi d'apporter de l'attrait pour les générations futures, pour qu'ils puissent bien s'identifier au final dans ce type de poste et de voir que ce qui se passe en CH périphérique, ça devient exactement ce qui se passe en CHU et que la différence, elle n'est pas non plus si importante que ça.
Retour ici à Laval, et puisque nous sommes en Mayenne, profitons-en pour réaliser un focus particulier sur ce département avec nos 3 invités et évoquer l'investissement des territoires. Alors je me tourne d'abord vers vous, Sébastien Trégnard. Je rappelle que vous êtes directeur général du CH de Laval. J'aimerais vous faire rebondir sur le reportage que nous avons vu. Est-ce que ça se passe comme ça chez vous aussi au CH de Laval ? Le reportage de Cholet illustre bien la problématique qui est la nôtre aussi à Laval et plus globalement dans la Mayenne, avec effectivement une démographie médicale très, très compliquée, avec des difficultés pour attirer, accueillir de nouveaux médecins, avec également un accès à la médecine de ville qui est également en difficulté. On estime qu'environ 30% des Mayennais n'ont pas de médecins traitants. Et donc, effectivement, il est important pour nous, et c'était l'objet aussi de notre inscription dans le projet Territoire universel de santé, de parvenir, avec l'aide des collectivités, de l'Université d'Angers et de son CHU, et puis de l'ARS, à attirer vers nous, vers Laval, mais aussi vers les autres hôpitaux de la Mayenne, des jeunes praticiens, de manière à effectivement engager une implantation locale qui est absolument essentielle. Et de ce point de vue-là, la possibilité de réaliser des premières années d'études de médecine en délocalisé, comme ça s'est fait au Mans puis ensuite à Laval, va dans le bon sens, comme l'a évoqué le doyen Leroll tout à l'heure. Alors comment ça se passe concrètement ? Est-ce qu'il y a vous mettez en place d'autres choses que ça passe essentiellement par territoire universitaire de santé, ou est-ce qu'il y a d'autres dispositifs qui sont mis en place par le CH de Laval ? Ça passe, il ne faut pas se mentir, ça passe essentiellement par la qualité de l'accueil professionnel académique qu'on peut proposer à des externes et des internes. Il faut avoir des encadrants de qualité, des services reconnus et validés par l'université et sa faculté de santé. Mais ça passe aussi par des conditions extrêmement pratiques. Et de ce point de vue-là, on ne peut que saluer l'implication du conseil départemental de la Mayenne, l'application d'Angers, de Laval Agglo, pardonnez-moi, pour essayer de faire en sorte de lever les obstacles qui font qu'effectivement il est compliqué parfois, pour des raisons de transport, d'accessibilité, de fidéliser des externes, des internes sur le territoire de la Mayenne et en particulier à Laval. Donc ce sont des démarches pour effectivement essayer de mettre à disposition des véhicules entre la gare de Laval et le centre hospitalier. C'est des vélos électriques également pour faire en sorte de lever ce frein à l'accessibilité et à la venue de jeunes professionnels ou futurs professionnels angevins notamment. Ça passe aussi par un projet ambitieux. On parlait de la qualité que représente un internat pour la vie en collectivité, pour créer une communauté hospitalière médicale. Ça va passer pour Laval par un projet de rénovation de son internat pour disposer d'un campus médical digne de ce nom, de manière à pouvoir, avec l'aide également des collectivités, retrouver un lieu qui permettent aux jeunes professionnels externes, mais aussi internes. On accueille environ 65 externes en Mayenne chaque année et 80 internes par trimestre en Mayenne, de leur permettre de se retrouver et de créer un esprit de corps qui est absolument essentiel pour ces catégories professionnelles. Merci, vous nous avez parlé de l'apport du conseil départemental. Justement, je me tourne vers vous, Jean-François Salard. Vous êtes conseiller départemental de la Mayenne, vice-président de la commission d'études Insertion et Action sociale de proximité. Alors, quel est votre investissement en tant que conseil départemental de Mayenne dans ce dispositif Eh bien, nous soutenons le dispositif depuis le début, puisque en novembre 2020, nous avons soutenu financièrement le poste d'un chef de clinique assistant en pédiatrie, n'est-ce pas ? et là maintenant, nous soutenons financièrement aussi le poste de chef de clinique assistant en santé publique du docteur Levaillant, qui est là depuis novembre l'an dernier. Donc, nous, l'enjeu essentiel, bien sûr, ça a déjà été dit, c'est le maintien d'un accès aux soins suffisant pour les Mayennais. Et on sait bien que la démographie médicale est tout à fait défavorable, avec des délais de rendez-vous, non seulement auprès des médecins généralistes, mais aussi des spécialistes qui s'allongent. Et comme l'a dit le professeur Leroll, c'est essentiel que les internes en stage puissent venir découvrir notre territoire et y constater la qualité aussi de la collaboration pluriprofessionnelle qui a été mise en place et officialisée, labellisée, si je peux dire, par le concept des maisons de santé pluriprofessionnelles, puis des communautés professionnelles territoriales de santé.
Et tout ça, je pense que quand on est dans des lieux de formation bien éloignés des territoires ruraux, on n'en a pas obligatoirement conscience. Donc voilà. Et au-delà du financement des postes, est-ce qu'il y a d'autres dispositifs? Tout à l'heure, M. Tregnin nous parlait de financer de la mobilité des étudiants. Est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels vous êtes présent sur, On est présent aussi pour les modalités pratiques sur les projets de reconstruction des internats. Et puis, on travaille aussi auprès des lycéens, puisqu'on leur propose des bourses pour qu'ils deviennent en contrepartie un peu ambassadeurs de nos territoires, pour que des gens qui ne connaissent pas justement ces territoires ruraux éloignés des facultés puissent avoir des ambassadeurs qui leur expliquent qu'en fait on a une qualité de vie tout à fait correcte sur nos territoires, et donc soient ambassadeurs et éventuellement attractifs pour toutes ces futures générations de professionnels de santé. On essaie aussi de gommer les distances qu'il peut y avoir entre les lieux de formation et les lieux de stage en primant, disons, en compensant les frais de déplacement des étudiants. Et puis sinon, on a un accueil très personnalisé pour chaque interne. On a un service qui les prend en charge à leur accueil, qui organise des festivités pour découvrir de façon un peu ludique le département. Je pense avoir fait le tour. Ok. Une autre collectivité est présente dans ce dispositif en Mayenne, c'est l'agglomération de Laval. Éric Paris, je me tourne vers vous. Vous êtes vice-président enseignement supérieur, recherche et vie étudiante, conseiller municipal de Laval, en charge de la santé et de l'accès aux soins. Vous êtes également pédiatre au CH de Laval. Alors, justement, pour l'agglomération de Laval, quels sont les enjeux, votre investissement, votre engagement dans le dispositif? Et puis, au-delà de parler de l'aspect financier, mais est-ce qu'il y a d'autres aspects, une mesure d'accompagnement? Notre intervenant précédent parlait de l'accueil, de l'attractivité. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire de tous ces sujets, M. Paris? Merci. Bonjour à tous. Oui, j'ai souhaité pouvoir faire une réponse globale, éviter de hacher un petit peu parce que je trouve que ça reflète quand même un petit peu aussi notre volonté d'avoir une réponse collective. Les élus de Laval Agglomération, ils sont comme tous les élus des communes, du département, de la région, ils sont tous attachés à l'écoute des préoccupations de leurs administrés, et on voit la santé, les mobilités, l'environnement, voilà. C'est les trois principales préoccupations. Donc évidemment, Laval Agglomération souhaite être partenaire, souhaite être force de proposition et force d'accompagnement. On souhaite par contre s'inscrire dans nos compétences et dans nos moyens financiers. Évidemment, il n'est pas question de remplacer l'État pour nous, à moins que l'État nous délègue quelques pouvoirs, mais pour l'instant, il n'est pas question de remplacer l'État. Par contre, on est attaché à l'égalité des droits et à l'égalité des chances sur le territoire. Pour être efficaces, nos actions, elles doivent être collectives. Elles doivent être concertées avec l'ensemble de nos partenaires. Elles doivent être réfléchies et évaluées. Le dispositif TUS répond à ses souhaits, puisqu'il fait l'objet d'une concertation. Il bénéficie d'une évaluation annuelle. Ce matin, on avait le comité. Et notre engagement financier, je dirais, il est aussi à la hauteur des enjeux. Néanmoins, il s'inscrit quand même dans une stratégie beaucoup plus large pour nous. Une stratégie vocation, une stratégie formation, une stratégie accompagnement et une stratégie environnement. Laval Agglomération ne souhaite pas, excusez-moi le terme, acheter du médecin. On connaît les limites de ce type d'approche. Laval Agglomération souhaite plutôt créer des conditions pour que ces médecins, ces professionnels de santé aient envie de venir travailler chez nous, puis d'y rester. Et alors comment vous faites concrètement? Alors, vocation. Vocation, eh bien, on assure la promotion des métiers de la santé.
comme nos partenaires. On travaille énormément, pour pas dire toujours en partenariat avec le département. C'est la promotion des métiers dans les lycées, c'est la participation au forum de l'enseignement supérieur des métiers, c'est la participation à la semaine de l'emploi, c'est le soutien des filières interprofessionnelles dans le cadre du pôle santé, vocation. Formation. Vous savez que sur la Mayenne, eh bien, on a un des meilleurs taux de réussite au bac. Par contre, la suite au niveau de l'enseignement supérieur mériterait d'être améliorée. À nous, et on le fait, de développer l'enseignement supérieur, de faire en sorte qu'il soit de proximité, de qualité, égalité des chances, meilleure réussite. Et on soutient le développement du pôle santé à Laval, on soutient la filière Pluripass, on soutient le programme TUS, on en a parlé. Nous participons à toute la vie étudiante et à l'amélioration de la qualité de la vie étudiante. Et on sait ô combien ça peut être important pour un étudiant sur un territoire. La recherche et l'innovation sur Laval est de niveau international et excellente et participe à la mise en place d'outils technologiques au service de la santé. On parlait du réseau SAM en comité ce matin. On est complètement dedans. L'accueil des stagiaires, j'ai bientôt fini, je ne vais pas prendre trop de temps. Justement, je regardais le nombre de papiers qui vous restaient. Il m'en reste que 10. L'accueil des stagiaires, internes, externes, évidemment, elle est fondamentale. Mais moi, je préférerais insister aussi quand même sur la qualité des stages qui sont proposés, les contenus, la formation, la disponibilité des encadrants. Alors, je ne vais pas rajouter, mais on intervient aussi avec le département sur le logement, sur l'internat, sur les mobilités, les vélos. Je rajouterais quand même qu'on participe aussi au financement de l'hébergement des étudiants de santé lors du service sanitaire. Ça a été omis ce matin dans le comité. Si je peux me permettre. Voilà, approfondir certaines pistes, des formations sur nos territoires un peu plus pour les fins de formation afin de les mettre un peu plus en situation. Imaginez le soutien sur un parcours complet du début jusqu'à la fin de l'étude avec la Mayenne en filigrane dès le début de ce parcours et imaginez donc un partenariat, un tutorat, un parrainage professionnel, étudiant et voire même les deux. Et puis, troisième élément peut-être à creuser, on en a encore parlé aussi, c'est favoriser l'éclosion des nouveaux métiers comme les infirmières en pratique avancée. C'est un gros chantier, je pense que là, on a une piste sur notre territoire. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je vous remercie. Bon, d'accord, c'est dommage. Non, mais on parlera des perspectives après. Donc voilà, je pense que on aura du temps pour parler des perspectives. En tout cas, merci à tous les trois de nous avoir vendu, entre guillemets, ce très beau département de la Mayenne. Est-ce qu'on a des questions, Delphine, avant de passer au reportage du Mans que nous avons entreaperçu tout à l'heure? Oui, en effet, on a plusieurs questions de Simon qui dit que, en fait, qui commente, au-delà de l'attractivité des territoires et au-delà de l'installation des futurs médecins, c'est comment on fait aussi peut-être pour avoir plus de place en formation et comment on tient compte de la problématique du fait qu'un médecin qui part à la retraite, vu le temps de travail qu'il avait, un médecin plutôt généraliste, peut-être qu'il devrait être remplacé par 2 médecins aujourd'hui, compte tenu des nouvelles pratiques de nos générations. Et donc voilà, est-ce qu'on tient compte de ces problématiques-là aussi et quelles solutions seraient envisageables? Alors, qui veut répondre à la question de Simon? Je peux dire un mot sur l'attractivité, puisqu'on parle beaucoup d'attractivité. Mais si on veut pouvoir aspirer, il faut avoir une source. Alors on compte beaucoup sur les augmentations des effectifs d'étudiants en médecine dans les années à venir. Donc on a l'idéal de remplacer un médecin par 2. Si déjà on remplaçait un médecin par un, ce serait déjà énorme. Monsieur Paris, même constat? Oui, même constat. Et puis c'est, je dirais, à nous de créer les conditions de favoriser les installations en tenant compte
des nouvelles attentes, des nouveaux diplômés, l'aménagement des horaires, un travail recentré sur le soin aussi. C'est permettre aussi à ce qu'on puisse externaliser tout ce qui n'est pas, tout ce qui est extérieur aux soins, du fait du manque de bras, je dirais. Donc, et là où on a les infirmières qui peuvent intervenir, les assistants médicaux, et puis c'est toute l'organisation du territoire, l'organisation, le lien entre l'hôpital et la médecine de ville, la répartition sur le territoire. Donc il n'y a pas qu'un côté quantitatif, il y a aussi le côté qualitatif, organisationnel quand même. Monsieur Traegnard, vous vouliez rajouter un point ? Oui, simplement en écho, effectivement, le maître mot, c'est le réseau et c'est le travail en équipe. Je crois on est parfaitement au clair sur le fait que l'exercice individuel médical n'est plus vraiment de mise, et c'est vraiment des équipes pluriprofessionnelles qui doivent se constituer dans les maisons de santé, dans les CPTS, et en lien avec le CH, comme l'a très bien dit Monsieur Paris. Il faut un continuum et il faut des relations les plus fluides possibles entre la ville, l'hôpital, d'un sens comme dans l'autre. Il faut que les équipes se connaissent de manière à ce que ça soit un territoire un peu fertile qui attire de nouveaux professionnels, effectivement. Merci. Delphine, est-ce qu'on a d'autres questions ou... Non, c'est tout. Eh bien, écoutez, je vous remercie tous les trois. Et donc, direction maintenant, cette fois-ci, Le Mans et son centre hospitalier, avec ce reportage tourné il y a quelques jours avec le maire du Mans et président du Mans Métropole, M. Stéphane Le Foll, le directeur régional Laurent Delagneau, le docteur Laurent Delagneau, chef de clinique assistant radiologie, Christophe Guiton, professeur associé en médecine intensive de réanimation. La question qui est posée à tous les territoires par rapport à la question de l'université, c'est de savoir si aujourd'hui on serait capable d'avoir pour nous-mêmes une université, une faculté de médecine, ce qui est impossible. Donc il faut au contraire faire le choix d'une universitarisation des hôpitaux actuels, faire en sorte que le CHM du Mans et le Mans puissent bénéficier du concours à la fois de chef de clinique et de professeur associé. Alors, dans le cadre du TUS, ça a été extrêmement facile pour moi de prendre cette fonction, puisque j'étais déjà assistant 1 an à l'hôpital du Mans, et j'ai pu mettre au courant mes différents confrères et l'organisation du service d'une nouvelle fonction de chef de clinique, donc un statut universitaire, qui a été très bien apprécié et accepté par mes confrères. L'essentiel de notre mission d'enseignement, il se passe dans cet hôpital général, dit extra-universitaire, mais où malgré tout nous accueillons beaucoup d'étudiants. Alors la démarche d'universitarisation, elle est bien sûr très intéressante pour un hôpital comme le nôtre, à plusieurs titres, c'est-à-dire qu'il y a un peu de reconnaissance du travail accompli, et surtout pour ceux qui ont pu ou vont être nommés, c'est d'abord des projets d'enseignement, des projets de recherche, et une structuration de l'établissement, et du coup, probablement, on l'espère, de la fidélisation des praticiens. Nous, on est justement là, les périphéries, pour accueillir et participer à la formation de ces médecins, dont les promotions sont de plus en plus grandes, et les périphéries s'adaptent, notamment l'hôpital du Mans, s'adaptent pour recevoir les internes et assurer une formation le mieux possible. Pour la suite du poste de chef de clinique, je me suis engagé à rester en Sarthe, et notamment à l'hôpital du Mans, puisque je me suis inscrit au concours de PH, qui a lieu début d'année 2023. Et puis, en attendant, là, je suis ce qu'on appelle PHC, donc praticien hospitalier contractuel, en attendant d'être titularisé au courant juin, juillet. Et donc, sur le long terme, je compte rester au Mans, à l'hôpital du Mans, effectivement. Il faut qu'on soit capable, là aussi, d'investir dans des maisons pluridisciplinaires de santé, pour permettre cette organisation collective des médecins, des infirmières, des kinés, des pharmaciens, et d'avoir des réseaux de soins qui s'organisent autour de ces maisons pluridisciplinaires de santé. Oui, il faut aider, et je l'ai dit, la métropole viendra en appui à l'installation des médecins au travers des grands investissements qui seront faits. Puis deuxièmement, on va réfléchir à des structures différentes autour des maisons pluridisciplinaires de santé. On a aussi
au niveau de la ville du Mans, un centre de santé qui aujourd'hui a plus de 6 médecins, va s'étendre avec des infirmières de pratique médicale avancée, des infirmières de prévention dans la santé, parce qu'on a besoin dans les quartiers populaires d'avoir ce souci de la prévention. Et puis, bien entendu, on est en train de réfléchir à des antennes avec de la téléconsultation et de la téléexpertise pour faire en sorte que des infirmières, au niveau local, puissent avoir accès à des médecins avec leurs patients pour structurer cette manière nouvelle de pouvoir avoir des suivis et des consultations régulières. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Un reportage est une séquence idéale pour nous projeter vers l'avenir avec nos prochains intervenants. Je me tourne immédiatement vers vous. Guillaume Laurent, je rappelle que vous êtes directeur général du centre hospitalier du Mans, groupement hospitalier de territoire de la Sarthe. Alors, quel retour après 2 ans? Et puis, si on essaye de se projeter dans l'avenir, comment vous voyez les choses, vu de votre fenêtre? Bonjour. Très concrètement, pour nous, le programme territoire universitaire de santé se traduit par 5 postes de chef de clinique qui ont été mis en place depuis novembre 2020. Également 2 postes de professeurs associés en médecine intensive réanimation, et puis le professeur Guiton qu'on a aperçu dans le reportage, et en néphrologie plus récemment. Ça couvre plusieurs disciplines donc de l'établissement, ce qui nous permet de manière très pratique d'encadrer l'équivalent de 400 internes par an, puisque nous avons près de 200 internes par semestre. Et d'autre part, plus de 300 externes, donc des étudiants en médecine qui viennent par cohorte, entre guillemets, de 65 à 70 à chaque session. Donc il s'agit d'avoir des référents pédagogiques dans une majorité de services, dans beaucoup de services, pour encadrer tous ces internes et ces externes. C'est un enjeu de qualité d'enseignement, bien sûr. Très concrètement, ça s'est aussi traduit par un appui sur les examens cliniques objectivés et structurés, une nouvelle façon d'évaluer les compétences des futurs médecins. Donc c'est aussi une participation de notre centre de simulation sur cet aspect-là. En matière de recherche, la participation de ces chefs de clinique et de ces professeurs à des publications scientifiques, bien sûr. Et enfin, je dirais, sur le plan de la gouvernance enseignement et recherche de notre établissement, ça permet d'avoir des référents dans les services, une dynamique collective. Également, le professeur Guiton, que l'on a aperçu, est membre du directoire et référent enseignement-recherche au sein de nos instances de gouvernance. Au final, une dynamique vraiment bien engagée dans notre établissement depuis plusieurs années, mais renforcée par ce dispositif territoire universitaire de santé. Et puis aussi des effets directs, bénéfiques, tels qu'on l'a vu avec le docteur Delagneau, c'est-à-dire des jeunes médecins qui veulent s'investir dans une carrière en Sarthe, et en particulier à l'hôpital du Mans, puisque certains d'entre eux, et parmi nos chefs de clinique, nous avons déjà les 2 premiers qui se sont inscrits dans un exercice professionnel au CHM. Donc comment vous envisagez l'avenir de façon positive, si je vous écoute Absolument, bien? absolument positive. Le centre hospitalier du Mans n'a pas vocation à devenir un CHU de plein exercice. Nous travaillons en partenariat très étroit avec le CHU d'Angers et l'Université d'Angers, la faculté de santé. En revanche, il porte une ambition, une stratégie de densification universitaire qui vise à amplifier largement ce qui a été lancé. À terme, on souhaiterait avoir une dizaine de postes de chefs de clinique en permanence, et également une dizaine de postes de professeurs ou de maîtres de conférences associés, qui permettraient de couvrir assez largement l'hôpital en compétences universitaires, et de continuer à accompagner la formation des internes, des externes, que l'on souhaite de plus en plus nombreux dans notre hôpital. Il y a évidemment un enjeu d'attractivité sur le moyen et sur le long terme, mais on est particulièrement confiant puisque les indicateurs sont bons, en particulier en termes d'enseignement et de recherche. À l'hôpital du Mans, nous nous situons dans le top 3 des centres hospitaliers non universitaires en France en termes d'indicateurs d'enseignement et de recherche. En particulier en recherche, nous avons des équipes très dynamiques qui sont soutenues par le partenariat avec la faculté et le CHU d'Angers, notamment au travers de la direction de la recherche clinique territoriale. Et puis ce dispositif territoire universitaire de santé
que l'on souhaite voir se prolonger et amplifier, mais ça sera évoqué tout à l'heure par le projet investissement d'avenir. Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Justement, du côté du CHU, Cécile Jaglin, vous êtes directrice générale du CHU d'Angers. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de ce dispositif? Est-ce que tous les voyants sont également ouverts, comme vient de nous le dire notre précédent interlocuteur? Alors pour nous, c'était une démarche parfaitement naturelle. En tant que CHU, on a une mission d'organisation à l'échelle de la subdivision, donc sur les 3 départements, pour l'organisation des soins de recours. Nos chefs de service sont responsables de l'enseignement à l'échelle de la subdivision. Guillaume le disait, nous avons mis en place une direction à la recherche clinique territoriale. Et donc finalement, s'inscrire dans cette dynamique subdivisionnaire pour universitariser le territoire et être en sorte un CHU territorial associant les principaux centres hospitaliers de la région dans la même dynamique, c'était parfaitement naturel et ça nous permet aussi, puisqu'on est un CHU de taille modeste, de bénéficier de l'excellence des activités de soins et de recherche de nos partenaires pour mettre en commun et constituer une masse critique plus importante. Donc c'est facile de travailler avec les différents CH, avec les différents partenaires Oui, c'est facile en Pays de la Loire. Quand on est une région pauvre sur le plan universitaire, finalement, la coopération, ça fait partie de l'ADN, c'est la seule façon de s'en sortir. Et donc, pouvoir reconnaître des praticiens hospitaliers qui ont une mission d'enseignement et de recherche, je dirais par obligation, pour encadrer les internes de manière qualitative, c'est finalement leur rendre la reconnaissance du travail accompli et considérer qu'ils sont partie prenante d'une équipe qui est une équipe territoriale et pouvoir travailler ensemble sur des projets de recherche. On avait, avant le projet TUS, on avait déjà une centaine de médecins qui avaient un exercice partagé à partir d'Angers vers les établissements de la Mayenne, de la Sarthe, mais aussi les autres établissements du Maine-et-Loire. Et on avait pu constater que ces médecins qui avaient une partie de leur exercice dans d'autres établissements que le CHU, restaient dans les Pays de la Loire et quittaient moins le territoire que s'ils n'avaient pas pu bénéficier de cet exercice partagé, parce que tout le monde n'a pas envie de faire carrière dans un CHU. Et donc finalement, avoir le même raisonnement sur des personnels universitaires, c'est sans doute garantir qu'ils vont s'installer également de manière plus importante dans la région et donc imaginer qu'on sera dans une meilleure forme sur le plan des universitaires et des professionnels de santé de manière générale dans 5 à 10 ans. Donc c'est l'avenir que vous... C'est le pari que nous faisons tous ensemble. Merci beaucoup. Alors, la parole à nouveau au territoire, juste avant de conclure. Avec Richard Yvon, vous êtes conseiller départemental de Maine-et-Loire, vous êtes membre, entre autres, de la commission santé, vous êtes également adjoint au maire d'Angers en charge de ces sujets, et vous-même médecin généraliste. Quel retour pouvez-vous nous faire de ce dispositif en Maine-et-Loire ? Écoutez, pour l'instant, le retour, on n'est qu'aux prémices. Mais la question que je me pose et la question que l'on pose, c'est est-ce que ça va dans le bon sens ? Ça a été dit ce matin, le doyen Leroll l'a rappelé, un jeune professionnel de santé, quand il arrive dans un territoire auquel il n'aurait pas forcément pensé, auquel il aurait eu une difficulté ou une appréhension ou s'installer, en général, il y reste. Et ça, on l'avait déjà constaté en tant que maître de stage dans des quartiers un peu compliqués, qui peuvent avoir des réputations comme ça qui sont pas très très bonnes. En général, les étudiants en médecine, quand ils viennent faire leur stage, ça se passe très bien, ils veulent même y retourner. Donc, le constat de démographie médicale, il est accablant. Notre collègue de Cholet a parlé de dramatique. À Laval, ça nous a été rappelé aussi. Et puis, en tant qu'élu, on l'entend tous les jours. Sur le marché, dans la rue, tous les jours, la première question, c'est comment avoir accès à la santé. Ça a été le deuxième sujet de l'élection présidentielle de l'année dernière. Et on n'est qu'au début. Donc, comment la collectivité se relève les manches. Plusieurs expériences ont été envisagées. Il y avait eu, et c'était le CHU d'Angers qui l'avait déjà fait à l'époque, adopte un PH, adopte ton PH. Il y a là maintenant, oui, ça avait très très bien marché. Ouais, j'imagine. PH. Là, il y
Et là, maintenant, arrive TUS. Et TUS, moi, je l'envisage comme ça. Nous, on le finance avec la présidente du département du Maine-et-Loire, Madame Dabin. Mais on le finance en disant, rompez contre les appréhensions, allez travailler dans un périphérique, c'est pas aller dans un désert. Et vous verrez qu'une fois que vous y êtes, vous aurez envie d'y rester. Et puis après, moi, je reprends ce qui a été dit par notre collègue de Laval. Notre boulot à nous, élus locaux, eh bien, c'est de favoriser l'installation, trouver une place de crèche pour les enfants de ces nouveaux praticiens, trouver un logement. Et on a engagé un travail avec le groupement hospitalier territorial, parce que cette question est aussi la première des professionnels de santé, non médecins, aides-soignantes, infirmiers et autres, pour entrer dans les hôpitaux. Donc comment nous, par exemple, nos bailleurs sociaux peuvent avoir des filières réservées. C'est aussi la mobilité. Comment un étudiant en médecine, un stagiaire interne part à l'hôpital de Saumur, par exemple, il arrive le matin, repart très tard le soir, en sachant rarement à quelle heure il termine sans que ça pose trop de problèmes. Mais donc les collectivités territoriales ont à travailler ces questions. Et puis moi, j'ai envie de dire, il va falloir qu'on mette un deuxième étage à cette fusée, c'est-à-dire que les départements de cette région des Pays de la Loire se regroupent, se mettent ensemble pour avoir une visibilité nationale, parce qu'on ne va pas créer de nouveaux pools de professionnels de santé dans les 10 ans. Il va falloir aller se mettre en compétition avec d'autres régions, et donc il va falloir se montrer plus innovant. Et ça tombe bien, ce matin, tout démontre que l'on est. On a des atouts territoriaux qui sont formidables. On a une qualité d'université, une qualité de formation qui est très bonne. Enfin, bref, il faut qu'on mette ça en avant. Il ne faut pas qu'on se déshabille les uns les autres et qu'on se mette en compétition entre nous dans cette région. Mais il va falloir je crois, qu'on relaie maintenant des dispositifs comme cela et pour travailler tous ensemble pour cet enjeu qui est un enjeu d'égalité territoriale et de démocratie. Oui, et ce dispositif participe pleinement au problème, enfin à tenter de régler les problématiques que vous éprouvez sur votre département. Alors, sur notre département, moi je vais être un peu schizophrène parce qu'à Angers, on est plutôt préservé, je représente la ville d'Angers. Le conseil départemental. Voilà, et je suis au conseil départemental aussi. Ouais. Au conseil départemental, c'est très disparate. On n'est pas dans la situation de nos collègues de Mayenne et de Sarthe, mais on est très très vigilant. On a commencé à travailler notamment pour travailler sur l'attractivité territoriale, mais de par les métiers que nous on sait faire. C'est-à-dire que le département ne veut pas se transformer en enseignant en santé. Mais par contre, il peut travailler avec son bailleur social. Il peut travailler avec ses accueils d'enfants. Il peut travailler avec lever l'isolement et en tout cas l'accès des territoires. Et puis, un nouvel élément qui est fondamental pour les jeunes professionnels de santé, mais pas que les professionnels de santé, tous les autres d'ailleurs, qui est la qualité de la vie à l'endroit où ils sont. Est-ce qu'il y a des pistes cyclables ? Est-ce qu'il y a des espaces verts ? Est-ce qu'en temps de canicule, on peut s'y rafraîchir ? Enfin, vous voyez, tout ce qui fait que nos villes sont attirantes. Et je crois que je vais être un petit peu chauvin. Là, on a de quoi attirer du monde. Eh ben, écoutez, merci beaucoup Richard Yvon. Je vous remercie tous les trois d'avoir participé à cette émission. Est-ce qu'on a des questions, Delphine, dans la salle ou sur YouTube ? Alors sur YouTube, j'ai pas de questions. Dans la salle, à voir. C'est que vous avez été parfaitement clair. Pas de questions, mais il va bientôt être le temps de conclure cette émission. Donc je vais appeler à me rejoindre le directeur de l'université d'Angers, le directeur de l'université du Mans, ainsi que le président de la Comue. Donc le président de la Comue Angers-Le Mans, donc Rachid El Guerjouma. J'appelle également Christian Robledo, président de l'université d'Angers, et celui de Le Mans Université, Pascal Leroux. Je vous laisse la parole pour conclure cette heure d'échange vraiment dense et vraiment riche. Alors, monsieur Robledo, je crois que vous aviez quelques mots à nous dire pour conclure cette heure riche et dense d'émission sur le territoire universitaire de santé. Des annonces, et si ça n'est une, c'est de ressouligner quand même la richesse de ce programme. Alors ce n'est plus un projet, c'est un programme
territoire universitaire de santé. Donc il s'appuie, les témoignages qui ont pu être faits le démontrent, sur différents partenaires qui ont tous eu cette même volonté de pouvoir apporter à un moment donné une réponse à une problématique sociétale auquel on est confronté. Les universités, donc l'Université d'Angers, l'Université du Mans, dans un cadre de coopération, et le cadre de coopération qui est le nôtre aujourd'hui, c'est la commune Angers-Le Mans, mais en lien très fort avec les centres hospitaliers, qu'ils soient universitaires ou pas, les collectivités, et programmes sur lesquels on a trouvé, et on commence à trouver un certain nombre de réponses. Il y a quelque temps, quelqu'un a dit partout et à chaque fois qu'il y a une volonté, il y a un chemin. La volonté est présente chez ces différents partenaires et je crois que l'on commence à dessiner un chemin qu'il convient de bien suivre, de creuser et d'agrémenter de tous les dispositifs dont on est capable de déployer. Alors, le TUS, ça a été lancé il y a quelques années. Aujourd'hui, ça a permis de structurer un certain nombre d'actions. Mais pour répondre pleinement aux problématiques qui se présentent aujourd'hui et qui vont continuer à se présenter demain, il fallait qu'on trouve un dispositif qui nous permette de passer à l'échelle. Et donc là, on a, par opportunisme peut-être un petit peu, mais pas que, utilisé un appel à projet lancé à l'échelle nationale sur un plan d'investissement d'avenir. Et le projet que dépose eh bien, la commune Angers-Le Mans, avec les deux universités et les différents partenaires qui sont intervenus aujourd'hui, voilà, c'est de présenter ce projet-là en ambitionnant d'obtenir un financement dans le cadre de ce programme d'investissement d'avenir et qui nous permet donc de passer à l'échelle. Donc avec la dimension formation dont il a été fait état ce matin, mais aussi une dimension recherche, en essayant de répondre à la fois à un problème quantitatif, mais aussi qualitatif, et sans doute aussi un sujet d'organisation des soins à l'échelle du territoire. Messieurs, vous vouliez rajouter un mot à ce qu'a dit M. Robledo ? Écoutez, je effectivement souscris complètement à ce qu'a dit donc Christian Robledo. On est bien sûr des enjeux majeurs de nos territoires, notamment donc sur la Sarthe et la Mayenne, et il faut nous trouver des solutions en commun pour résoudre, ces problématiques à court, à moyen terme et si possible à court terme. Donc là, on a bien des problématiques qui sont liées pas uniquement au niveau de la santé, mais aussi de la prévention, ce qui est un enjeu aussi majeur. Et c'est vrai que, quelque part, nous sommes obligés à proposer des choses. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement, quelque part. Et ce qui est intéressant là, à travers le projet TUS et ensuite sur le projet d'investissement d'avenir, c'est que l'ensemble, en fait, des partenaires, donc non seulement universitaires, mais aussi collectivités, CHU, CCHM, et on est là en fait pour travailler ensemble afin de répondre, à des problématiques sociétales extrêmement importantes. Et quelque part, ça nous oblige parce que la population attend effectivement des propositions par rapport à ces sujets. Et nous sommes bien là tous ensemble de manière à pouvoir proposer des solutions le plus vite possible. Oui, parce qu'au-delà des futurs médecins, ça concerne toute la population. Exactement, parce qu'on parle beaucoup des médecins, mais aussi c'est l'ensemble en fait, de la filière de santé qui est impactée, infirmiers, paramédicales, etc. Donc c'est extrêmement important et si on peut s'appuyer, ça fait partie d'un des axes du projet d'investissement d'avenir sur les jeunes, sur nos territoires, pour les amener effectivement à ces études de santé, de manière après à ce qu'ils puissent rester aussi auprès de notre population. Voilà, ce sont des enjeux quand même majeurs pour nos territoires. Vous souhaitiez nous dire un mot ? Peut-être juste un mot en conclusion, et évidemment je souscris à tout ce qui vient d'être dit. Peut-être reprendre un peu ce que disait Cécile tout à l'heure, à savoir unir nos forces.
éviter la compétition entre les établissements, les territoires, est un vrai enjeu pour nous quand il s'agit de la santé. J'allais dire une thématique qui est très, problématique dans cette hémi-région et qui est un enjeu sociétal avec les collectivités qui sont en soutien, les citoyens qui sont en attente. Et je pense que nous avons mis en place les briques essentielles que sont TUS et le réseau SAM, et le PIA sur lequel nous travaillons, que la Commu porte au nom des deux universités, vient cimenter cette volonté effectivement de travailler ensemble dans l'intérêt des citoyens et avec le soutien des collectivités, et je l'espère quand le projet sera sélectionné, le soutien de l'État. Eh bien, je vous remercie. Delphine, est-ce que nous avons des questions éventuellement sur YouTube ? Alors, on avait une question par rapport à de Diane Scherer de l'AEF qui s'interrogeait de quel appel à projet il était question. Alors ça, je ne peux pas répondre, mais la question est étonnante de la part de l'AEF. Il s'agit du PIA4 excellent sur toutes ses formes, sur lequel nous avions déjà déposé un projet et que nous avons plus ciblé sur la santé, et donc sur lequel nous allons bientôt communiquer, et l'AEF aura tous les éléments pour, regarder dans le détail en quoi il consiste. Une réponse non. Delphine, une autre question ? Ok, bah écoutez, je vous remercie. Merci, c'est déjà terminé. Merci à tous mes invités pour la qualité de ces échanges. C'est un réel plaisir. En tout cas, j'espère que cela vous aura permis d'en savoir un peu plus sur ce qu'est ce dispositif territoire universitaire de santé et que cela aura donné envie aux étudiants en médecine qui nous ont suivis et aux étudiants en santé qui nous ont suivis aujourd'hui d'effectuer leur stage au CH du Mans, Cholet ou Laval et surtout de vouloir s'installer durablement dans ces 3 beaux départements et lutter ainsi contre les déserts médicaux dans la région Pays de la Loire. Merci à toutes et tous, merci au public, nombreux, ici présent à Laval, et à vous qui nous avez suivis depuis votre ordinateur ou depuis votre téléphone mobile. Vous pourrez retrouver l'intégralité de cette émission sur la chaîne YouTube de l'Université d'Angers. Au revoir, et puisque c'est encore la saison des vœux, nous vous souhaitons une excellente année 2023, avec cela va sans dire bien sûr, tous nos vœux de santé.